Bonjour à tous et bienvenue à cette deuxième masterclass marché public initiée par la région Grand Est et la préfecture de région Grand Est dans le cadre du Business Act Grand Est et organisée par Grand Innov Plus. Cette masterclass est la deuxième d'un cycle de 8 qui vont se dérouler tout au long de l'année 2021. Je suis Ophélie Garnier, responsable du pôle commande publique Grand Est chez Grand Innov Plus et je vais animer cette masterclass qui porte sur l'innovation et la commande publique. Vous êtes 190 ce matin, vous êtes inscrits, dont 50% d'entreprises, 33% d'acteurs publics et 19% d'acteurs associatifs, et nous vous en remercions. Donc, nous allons accueillir ce matin 5 invités. Lila Merabet, vice-présidente de la région Grand Est, déléguée à la thématique compétitivité et innovation numérique. Merci d'être là. Samira Bousseta, de la Direction générale marché intérieur, industrie et entrepreneuriat de la Commission européenne, qui nous présentera les mesures prises par la Commission pour encourager les achats publics d'innovation. Merci d'être avec nous également. Nous aurons Stéphane Conti de la Direction des achats de l'État qui présentera les outils aujourd'hui à disposition des acheteurs publics. Hervé Formel de la Direction de l'achat public de la région Grand Est qui partagera son témoignage sur un achat innovant réalisé par la région. Et enfin, Alizé Bog qui nous présentera le programme Grand Esteur conçu pour faciliter la collaboration entre acteurs du territoire d'une part et entreprises innovantes du territoire d'autre part par le biais de l'expérimentation. Sans plus attendre, je passe la parole à Lila Merabet pour l'ouverture de ce webinaire. Très bien, merci beaucoup Ophélie. Bonjour à toutes et tous. Je suis ravie de vous retrouver ce matin pour ce deuxième épisode du cycle de masterclass dédié au marché public. Vraiment, je remercie aujourd'hui nos panélistes qui ont pu se libérer. Madame Bousseta à la commission, Stéphane Conti pour les services de l'État, Hervé pour la région Grand Est et puis Alizé pour effectivement Grand Innov Plus. Nous avons décidé effectivement dans le cadre du Business Act qui est coporté par la région et par l'État, d'accélérer un petit peu la bonne compréhension et de faciliter l'accès au marché public. Vous le savez peut-être, la commande publique, c'est à peu près 200 milliards d'euros de dépenses en France. C'est à peu près aujourd'hui 60% des marchés qui sont remportés par les PME, mais seulement 30% du montant. En région Grand Est, c'est 6 milliards d'euros qui sont engagés. C'était les chiffres 2019-2020, vous le savez, c'est une année un peu particulière. Et puis, nous avons un contexte qui est celui, effectivement, des seuils de mise en concurrence qui ont été augmentés à 100 000 euros pour les solutions innovantes. Ce qui nous est apparu important côté État et côté préfecture, c'est de considérer que dans le cadre de cette crise, avec le plan de relance et de reconquête régionale, nous pouvions envisager que les entreprises locales pouvaient mieux s'inscrire dans le cadre de la commande publique et donc de mieux, j'allais dire, comprendre ce nouveau cadre, mais aussi de pouvoir anticiper les futures commandes pour bien se préparer. C'est l'objet notamment de ce cycle de masterclass. De notre côté, pour la région, mais je vais laisser nos équipes pouvoir le présenter, simplement de vous indiquer que nous avons souhaité depuis 2017 avec le programme Orchidée intégrer très tôt ce qui pouvait être les filières locales, ce qui pouvait faciliter l'innovation pour que nos entreprises, dans le plus grand respect des règles de marché public, puissent néanmoins prétendre à avoir les meilleures notes, j'allais dire, dans le cadre de ces marchés. Nous avons par ailleurs souhaité faciliter aussi toutes les innovations early stage à travers le programme Grand Esteur dont vous parlera tout à l'heure Alizé, qui fonctionne extrêmement bien. Les bonnes idées nées en Grand Est peuvent se déployer en Grand Est et générer une approche un peu de Small Business Act. Voilà, nous pourrons en reparler avec grand plaisir tous lors du 360 dédié notamment à la thématique de la relocalisation et de la commande publique. Ça a lieu le 23 mars, c'est en digital, mais quelques-uns d'entre nous serons depuis Metz si, j'allais dire, les conditions nous le permettent. En tout cas, de vous dire que notre volonté est vraiment de faire en sorte que nos entreprises puissent être le mieux préparées possible pour remporter tout ce qui concerne la commande publique. Et donc, je remercie les intervenants d'aujourd'hui de vous donner les clés pour que vous soyez les mieux outillés et on vous souhaite de pouvoir accéder le mieux possible, de continuer à développer votre business et d'embarquer ainsi vos collaborateurs de la meilleure des façons. Je ne vais pas être beaucoup plus longue parce qu'il y a des experts qui ont plein de choses intéressantes à vous dire et je laisse la place aux présentations et ensuite au débat. Merci beaucoup Lila Merabet pour cette ouverture très enthousiaste sur notre sujet du matin. Donc, merci beaucoup. Effectivement, sans plus attendre, je vous rappelle alors quelques
Quelques petites règles par rapport à cette masterclass. Donc, nous avons des experts qui vont participer ce matin. En tant que participant, vous pouvez adresser vos questions en utilisant le module Q et R que vous avez à l'écran, donc des questions-réponses. Vous pouvez également voter pour les questions, pour les faire remonter en ordre de priorité. Nous poserons les questions à la fin pour laisser le temps aux différents intervenants de dérouler le sujet. Et puis, les questions leur seront posées à la fin selon le temps dont nous disposons. Si certaines questions ne trouvent pas de réponse tout de suite aujourd'hui, on fera un travail également de vous répondre par écrit par la suite, pour que les réponses puissent être traitées. La masterclass est enregistrée, donc vous aurez la possibilité de trouver également un replay sur notre site internet. Et les PowerPoint, les présentations qui sont faites ce matin seront adressées aux participants à l'issue du webinaire, en tout cas à l'issue de la masterclass, plutôt la semaine prochaine, le temps de régler l'enregistrement. On vous diffusera les présentations et la vidéo de la masterclass. J'ai fini l'introduction technique, je dirais. Donc, sans attendre, je vais passer la parole à Samira Bousseta. Alors non, je voulais vous rappeler le programme, pardon, mais vous l'avez à l'écran. Donc voilà, j'ai dit tout à l'heure, vous l'avez à l'écran. Donc sans perdre plus de temps, je vais passer la parole à Samira Bousseta, qui va nous présenter les actions menées par la Commission européenne et également l'enquête qui a été menée à l'échelle européenne sur la mise en place des partenariats d'innovation. Donc je vais vous laisser vous présenter une minute, le temps de partager votre présentation. Et voilà, et c'est à vous. Bonjour à tous, donc je suis Samira Bousseta, je travaille à la Commission européenne en tant que chargée de mission, donc achat public d'innovation, pour essayer ou accompagner les États européens dans la mise en place de politiques d'achat dédiées à l'innovation. Et du coup, dans ma présentation, je vais en première partie, voilà, vous présenter un peu toutes les activités qu'on essaye de mettre en place. Il faut savoir que le sujet d'achat d'innovation, d'achat public d'innovation au sein de la Commission, c'est un sujet qui est assez récent, qui a pris énormément d'essor notamment lors de la crise malheureusement que nous sommes en train de vivre sur le Covid. Mais il faut savoir que c'est un sujet qui est partagé entre plusieurs directions générales. Nous, on a la charge un petit peu de coordonner les différentes actions. Et il y a quand même de plus en plus de projets et d'initiatives qui sont prises au niveau de la Commission européenne pour pouvoir développer des pratiques achats orientées vers des solutions innovantes et notamment, et je dirais particulièrement, vers des solutions innovantes développées par des entreprises de petite et moyenne taille et aussi orientées start-up. Voilà. Peut-être, Madame Bousseta, pendant ce temps, est-ce que vous pouvez peut-être nous redire ce qui a encouragé, motivé la Commission justement à réfléchir dans ce cadre-là, nous mettre un contexte européen en attendant que la présentation arrive? Votre micro est coupé, Madame Bousseta. Voilà. Merci. Oui, effectivement, comme je le disais, particulièrement, je dirais le sujet achat public d'innovation est devenu assez stratégique, notamment du fait de la crise du Covid. C'est un sujet qui aujourd'hui est vraiment au cœur de la relance et de la reprise économique, et notamment au travers d'une double transition verte et numérique. Du coup, on allie en fait tous nos projets et toutes nos initiatives vraiment dans ces doubles objectifs, accélérer la transition verte et surtout accompagner la modernisation du secteur public, notamment sur sa, je dirais, transformation digitale. Donc l'achat public, c'est vraiment l'achat public d'innovation et l'achat public de manière globale, hein. Vraiment, il y a un intérêt qui qui est vraiment monté, je dirais, en importance, pour que l'achat public devienne vraiment un canal d'investissement public et qu'on exploite plus le potentiel de l'achat public pour que les administrations investissent dans des solutions qui seront les solutions d'avenir. Donc, comme je disais, en fait, voilà, les achats
achats publics sont devenus un principal vecteur, ça qu'on essaye de pousser. Et du coup, on essaye de faire en sorte que l'achat public soit vraiment au cœur et soit plus exploité dans son potentiel. Et il faut savoir effectivement qu'à une échelle européenne, on est, je dirais, il y a une forme de diversité vraiment dans l'exploitation du potentiel achat public. C'est vrai qu'on cite souvent les pays du Nord, mais c'est malheureusement c'est comme ça. Ils sont beaucoup plus matures. Ils ont mis en place vraiment des politiques à l'échelle nationale qui concernent l'ensemble des pouvoirs adjudicateurs. Donc c'est pas comme en France où effectivement, ben, il y a quelque chose de national qui existe pour l'État et puis après, ben, pour le reste, ils se débrouillent un petit peu. Là, c'est vraiment quelque chose qui est voulu par le gouvernement, instauré par le gouvernement et et ils ont mis en place, des agences qui sont vraiment dédiées à l'accompagnement et au même au financement, ou au cofinancement de projets d'achat d'innovation. Donc quelque chose qui est vraiment institutionnalisé alors que dans d'autres États, heu, membres, l'achat public reste encore un sujet, traité de manière, je dirais, juridico-administrative et le potentiel économique en fait est pas du tout, exploré. Et du coup, dans cette slide, en fait, je voulais juste vous montrer, comment nous on travaille, hein, sur les sujets, d'achat public. Aujourd'hui, d'innovation, aujourd'hui on collabore vraiment avec, l'ensemble des directions générales qui, elles, portent, des thématiques. Donc la DG, notamment la DG recherche, et innovation qui s'appelle chez nous DG RTD qui porte le programme Horizon Europe et qui a un gros volet, achat public d'innovation dans lequel on va retrouver notamment du financement de projets, mais pas que. Il y aura l'aide à la mise en place de programmes de formation pour vraiment accompagner les acheteurs publics sur le terrain pour qu'ils développent des pratiques d'achat orientées vers des solutions innovantes. On accompagne aussi sur le volet, je dirais, plutôt, partage de connaissances et on collabore avec, l'ensemble des directions générales pour qu'elles puissent, nous partager, les bonnes pratiques qu'elles voient sur leur terrain avec leur réseau et pouvoir effectivement, diffuser cette connaissance. On travaille vraiment de manière transsectorielle et on va avoir, de plus en plus un focus, en ce moment, sur la partie, santé. Donc on travaille vraiment de manière étroite avec la DG Santé pour pouvoir, atteindre les acheteurs publics de santé et voir comment les accompagner sur l'achat public d'innovation. Et on va aussi avoir, un focus sur, je dirais, l'achat, socialement responsable. Et là, c'est vraiment, avec certaines directions générales qui gèrent plus les sujets, d'environnement ou les sujets, par exemple, notamment, d'éducation, voilà. Donc on a vraiment cette collaboration qui est étroite. Alors j'essaie de passer la slide d'après, si ça marche. Voilà. Tac, je suis allée trop vite. Donc juste pour vous montrer effectivement que là, ça va faire 1 an et demi, qu'on est vraiment, je dirais sur une pente plutôt enfin voilà, qu'on est en format d'accélération. On a une augmentation du budget, qui est associée à la mise en place de nouveaux projets dont je parlerai plus précisément dans les slides, suivantes. Mais donc l'idée, c'est vraiment de pouvoir, augmenter, le budget, mais pour, développer, sur le terrain des projets vraiment qui concernent les acteurs. Alors principalement, les collectivités, puisque c'est, enfin, presque un petit peu, je dirais historiquement, ce sont les premiers interlocuteurs, de l'unité pour laquelle je travaille. Mais là, on va vraiment se développer sur le secteur de la santé et on essaie effectivement, de développer, des actions, notamment, ben, via des webinars pour donner plus d'informations, et surtout, faire en sorte que les acheteurs publics partagent au plus grand nombre, leur expérience et on développe aussi une activité sur les réseaux sociaux. On commence, hein, notamment sur LinkedIn, on a créé un groupe, qui est vraiment dédié, aux acheteurs, publics, d'innovation et c'est un groupe qui est ouvert et on n'a pas que des acheteurs publics dans ce groupe-là et c'est ce qui est vraiment intéressant. On a aussi des entreprises, hein, qui se sont inscrites pour pouvoir, et bien rester, informées des différentes actions qui sont menées par, bah, toutes les structures, européennes qui existent et qui accompagnent sur,
sur ce sujet. Donc une des premières actions qu'on a mis en place et qui est à mon sens une des actions phares, c'est vraiment la mise en place d'un groupe qu'on a appelé Big Buyers. L'idée, c'est de pouvoir, soutenir, vraiment sur le terrain, les collectivités pour qu'elles développent les achats d'innovation. Donc on les accompagne sur une coordination, de l'analyse de leurs besoins et ensuite quand ils se mettre d'accord sur les différents sujets qui les intéressent, sur lesquels ils souhaitent collaborer ensemble, eh bien, ils vont vraiment faire un processus achat, jusqu'à, ils ne lancent pas ensemble, on n'est pas encore sur de l'achat conjoint, mais en tout cas, on est sur, je dirais, de la co-rédaction, de documents de marché. Il va y avoir une co-consultation, des acteurs, des entreprises. L'idée aussi, c'est de pouvoir faire en sorte que, ils puissent, donner aussi les tendances ou en tout cas les sujets sur lesquels ils sont en train de travailler comme information au marché pour dire, voilà, si vous avez des solutions que vous êtes en train de développer sur ces sujets-là, nous sommes intéressés et continuez parce que, on a comme projet à un moment donné de lancer des projets, des marchés publics sur ces sujets-là et ça permet aussi aux acheteurs, publics qui sont peut-être les moins matures, de pouvoir progresser en professionnalisation, et aussi d'être inspirés, par leurs pairs qui sont meilleurs ou en tout cas qui ont développé depuis longtemps, des pratiques achats vraiment dédiées à l'innovation et notamment l'innovation verte. Donc c'est vrai que ce réseau est vraiment dédié à l'achat public, je dirais vert, avec cette ambition, hein, comme je le disais au tout début, d'accompagner, de mieux accompagner la transition verte et sur les secteurs qu'on couvre, jusqu'à présent, c'était vraiment principalement les grandes métropoles européennes, qui étaient dans ce réseau-là et là, on a lancé un nouveau pilote où on a élargi au secteur de la santé et on a à peu près une cinquantaine d'hôpitaux européens qui, vraiment, collaborent ensemble, depuis presque un an maintenant, vont lancer, des projets, de marché public vraiment sur de solutions digitales pour mieux accompagner, les patients, notamment certains patients qui ont des maladies, plutôt sévères à l'hôpital. Donc on voit bien qu'aussi il y a une convergence des besoins à un niveau européen et ça, c'est vraiment intéressant de se dire que les acheteurs publics au niveau européen, eh bien, ont les mêmes enjeux, et faire en sorte que eh bien, ils adressent le marché, ensemble et pour essayer aussi de donner, un potentiel de marché plus intéressant aux entreprises. Je passe vite. On a un autre projet qui s'appelle, InnoBroker. Donc là, on a eu un pilote qui a duré 2 ans, qui vient de se terminer. On lance le nouveau pilote, qu'on espère, signer avant la fin de l'année. L'idée, c'est de pouvoir, avoir, des structures, dans chaque État membre, qui, jouent ce rôle d'intermédiation entre la demande et l'offre d'innovation et vraiment ce rôle d'accompagnement et de facilitateur, pour, la passation, des marchés publics, qui sont orientés, vers des solutions innovantes. Donc lors du pilote 1, le consortium a bâti une forme de modèle et l'idée, c'est que dans le pilote 2, eh bien, on puisse, je dirais, passer à l'échelle, rendre ce modèle d'intermédiation beaucoup plus durable, mais aussi, développer, les activités d'intermédiation qui ne seront peut-être pas liées, je dirais, de manière beaucoup plus succincte à du simple sourcing et de la rédaction de marchés publics, mais plus à comment mieux connecter les écosystèmes d'innovation, faire en sorte que eh bien, les acheteurs publics intègrent les différentes tendances du marché, ce qui est en train d'émerger par rapport à leurs problématiques, et développent aussi, vraiment des compétences, en matière d'achat public, d'innovation ou en tout cas une posture peut-être plus ouverte à l'innovation et inversement que, les acteurs des écosystèmes d'innovation puissent aussi, s'aligner par rapport à ce que la demande enfin quelle est la tendance de la demande et mieux comprendre où sont les problématiques. Parce qu'il y a beaucoup de solutions innovantes qui sont développées, qui sont très intéressantes, mais qui n'ont pas forcément de potentiel de marché parce qu'elles ne répondent pas à un besoin, à un problème. Donc c'est vraiment améliorer, je dirais, l'échange entre ces 2 mondes et on a augmenté aussi le budget là. On est
sur un budget un peu plus conséquent parce qu'on veut vraiment, pousser le développement de ces structures et on espère du coup avoir des consortiums, voilà, qui couvrent aussi en termes de zones géographiques, plusieurs États membres. On a aussi des projets de financement direct, de l'achat public, d'innovation. Donc là, en fait, on finance, le projet et en partie l'achat de la solution innovante. Aujourd'hui, on a 2 projets qui sont en cours d'exécution. Un premier qui concerne, la rénovation, de bâtiments et notamment sur la partie, efficacité énergétique en utilisant des solutions durables et un projet qui est dédié, à la santé, où on a à peu près une quinzaine d'hôpitaux européens, qui essayent de travailler sur des solutions, innovantes et toujours, hein, vertes pour améliorer l'accueil des patients à l'hôpital. Et on a un nouveau projet donc qu'on vient dont l'appel à projet, vient de se terminer, où là, on a un budget qui est beaucoup plus, conséquent et on est très content. On a reçu à peu près, 16 propositions et beaucoup de propositions sur vraiment, je dirais des problématiques, très différentes. On a des propositions qui sont, voilà, très intéressantes sur, le sujet, de la gestion des prisonniers, par exemple, et comment il peut y avoir des solutions digitales qui peuvent aider, les directeurs de prison à mieux manager tout ça, jusqu'à, des solutions, orientées vers, l'amélioration de la formation des professionnels de soins et notamment des chirurgiens et des solutions qui sont plutôt sur enfin des projets qui sont plutôt sur, l'utilisation des données liées à l'observation, de la Terre pour certaines collectivités, par exemple. Donc voilà, c'est très divers et varié, mais c'est toujours intéressant parce qu'on est vraiment sur le développement des solutions de demain. J'accélère un peu, je ne sais pas si ça passe. Ah, ça passe plus de mon côté. Ah, voilà. Pareil, on essaye de développer comment toucher les acteurs et c'est les acheteurs publics, mais aussi tous les acteurs, hein, parce on essaie de toucher vraiment au final, tous les acteurs de l'écosystème d'innovation et les acheteurs publics. On a mis en place un cycle des webinaires sur le partenariat. J'y reviendrai vers la fin de ma présentation, hein, sur cette nouvelle procédure et on va, de plus en plus développer ce format de webinaire. On organise le 10 mars un webinaire heu, sur comment attirer, des entreprises, agiles et innovantes, quand on est acheteur public. Voilà et on va essayer de développer aussi, des webinaires, sur des sujets qui sont, dédiés, à l'achat public d'innovation, par exemple sur les droits de propriété intellectuelle, comment les négocier, quand on achète des solutions innovantes et en fonction du type d'acteur, que ce soit une grande entreprise, une petite entreprise. On va essayer de développer, des webinaires sur, la consultation du marché, comment l'organiser, comment identifier, les réseaux, d'acteurs qui portent des solutions, innovantes. Voilà, on essaye vraiment de pouvoir, diffuser un maximum, d'informations et surtout faire du partage, hein, de savoir-faire, pour les acheteurs publics. Voilà, je vais juste passer rapidement je suis désolée, c'est que les slides, passent difficilement. Et puis, rapidement, donc au sein même de la commission, comme je le disais au tout début, on essaye de développer, vraiment une collaboration étroite avec les autres directions générales et par exemple, notamment avec la DCG, recherche et innovation et le Conseil européen de l'innovation, on va développer un prix européen, de l'achat public innovant, essayer de trouver un moyen de récompenser, de valoriser les acheteurs publics, qui ont fait l'effort, et surtout qui ont pris le risque, hein, d'investir dans des solutions innovantes, heu et de donner vraiment une aura européenne, pardon, pour pouvoir, encourager, les autres acheteurs publics et leur montrer que c'est possible. Donc, au tout début de l'année, 2019, on a, commencé à travailler sur
une procédure qui est un petit peu particulière, qui est la procédure du partenariat d'innovation, qui a été, intégrée dans les directives, 2014, et mis en place dans la plupart des États membres en 2016, sauf en France puisque ça a été transposé, très, très tôt, hem, en droit français, fin 2014. On s'était dit, à ce moment-là, qu'il n'y avait pas eu finalement beaucoup de communication sur cette procédure-là. Elle a été intégrée, dans les directives et on ne savait pas trop si finalement ça avait été utilisé et si ça avait été utilisé, en fait, quels en ont été finalement les impacts, aussi bien pour les écosystèmes d'innovation que pour les acheteurs publics. Donc on a lancé cette enquête, une enquête qui, pour les résultats que nous avons aujourd'hui, enfin en tout cas je partage avec vous, porte sur les années, 2016 à 2019. Mais on a reçu les données pour l'année 2020 et on voit que finalement, il y a une forme d'accélération du recours à cette procédure. Aujourd'hui, donc sur ce que je vous dis sur 2016-2019, on a à peu près, voilà, un peu moins d'une centaine de partenariats d'innovation qui ont été ce qu'on appelle confirmés, parce que dans l'analyse des données qui nous sont remontées via TED. Pour les acheteurs publics qui sont là, ils doivent savoir de quoi je parle. Hem, les données ne sont pas toujours très, très propres. Donc on a dû faire ce travail, parce qu'on avait eu, je crois, si je me souviens bien, à peu près, 300 partenariats d'innovation qui nous ont été remontés. Mais quand on lisait un petit peu dans le détail, les avis de notification, on se rendait compte que ça n'avait pas l'air d'être vraiment des vrais partenariats d'innovation. Donc on a fait tout ce travail un petit peu de nettoyage, des données. Et aujourd'hui, on se rend compte qu'effectivement, on est à peu près sur un peu moins d'une centaine, mais avec les données de 2020, on a, 56 partenariats d'innovation qui ont été signés sur l'année 2020, donc on monte à plus de 150, partenariats d'innovation. Alors je sais que ça peut vous paraître peut-être, pas énorme, mais nous sommes les premiers quand même assez surpris de ce résultat-là, parce qu'encore une fois, c'est une procédure qui est très peu connue, pour laquelle il n'y avait pas eu de communication et quand il y en a, tout le monde dit que c'est très compliqué, que c'est très long et que grosso modo, bon, bah, voilà, c'est pas forcément une bonne idée de se lancer là-dedans. Et finalement, on se rend compte que, bah, il y a quand même pas mal d'acteurs qui se sont lancés, dans cette aventure-là et qui ont, voilà et qui ont, signé le des marchés pour accompagner le développement de solutions nouvelles. Puisque le partenariat innovation, c'est un modèle de contrat qui cumule recherche et innovation et l'achat des résultats, de la recherche et innovation. Donc, c'est quand même je dirais un outil qui est, particulièrement adapté lorsque l'acheteur public ne trouve pas sur le marché de solutions qui répondent à son besoin, eh bien, il peut se lancer, via ce partenariat innovation dans le co-développement, d'une solution nouvelle. Ce que nous ont montré aussi les données que nous avons, eues, c'est que, ça couvre un large éventail de besoins. C'est vrai que très souvent quand on parle de recherche et innovation et notamment de R&D, on va penser tout de suite qu'on est sur des solutions hyper technologiques, enfin des trucs qui peut-être ne concernent pas grand monde et puis finalement, on s'est rendu compte qu'il y avait, que c'était très, très large. On partait, de solutions, digitales notamment pour améliorer, les problématiques de déshydratation, des, personnes âgées, par exemple pour la ville de Copenhague, jusqu'à, des solutions pour, ben, faire en sorte qu'on ait, des écoles qui soient, zéro carbone, par exemple pour la ville de Rotterdam. Et on a eu, voilà, pléthore de solutions, et pléthore de projets qui n'étaient pas forcément des projets hyper technologiques, mais on a eu aussi, bien entendu, des projets, très technologiques, menés notamment par des, laboratoires de recherche ou des universités. Et en termes de typologie d'acheteurs, vraiment là, on est, sur tous les niveaux. Alors j'ai mis nationaux, régionaux, mais j'aurais surtout dû mettre, des acteurs locaux. On a des collectivités, voire même des regroupements de petites collectivités qui se sont associés, pour pouvoir, voilà, utiliser ce partenariat innovation et accompagner enfin, en tout cas, faire en sorte qu'il y ait, le développement d'une solution qui réponde à leurs besoins. Et en ce qui concerne le budget, vraiment, alors là, on est sur des budgets qui peuvent être, des budgets très, très, très importants,
alors si je prends le cas de la SNCF qui est un des cas les plus connus, voilà, qui a amené le TGV du futur, on parlait en millions d'euros. Mais on a aussi et parce que là, pour le coup, on a fait un travail de recensement directement auprès, de notre réseau d'acheteurs publics. On a pu faire remonter aussi des informations sur des petits contrats qui ne sont pas reportés, hein, sur le nombre, que j'ai annoncé en premier, hein, qui est de 96 partenariats d'innovation qui là sont, des partenariats d'innovation qui ont été signés au-dessus des seuils de passation de marché public, donc vraiment, et qui sont soumis donc à la réglementation de la directive. Mais on se rend compte que dans beaucoup d'États membres, alors encore une fois particulièrement ceux du Nord, hein, eh bien ils ont industrialisé finalement la passation du partenariat d'innovation, même pour des petits marchés qui sont en dessous des seuils de l'Union européenne. Et ça, c'est vraiment intéressant, parce que ça montre que finalement, c'est le besoin qui va driver le fait de passer ou non par un partenariat d'innovation et pas, est-ce que finalement c'est un projet complexe? Est-ce qu'on a, un budget conséquent et cetera? Et vraiment pour nous, c'est un enseignement, très intéressant. Ce qui est intéressant aussi, c'est de voir que, on a quand même pas mal, finalement, d'achats, ce qu'on a appelé transfrontaliers. Alors pas dans la passation de la procédure, mais qu'on a eu des consortiums de PME, de plusieurs États membres qui ont répondu à des projets de partenariat d'innovation. Donc ça, c'était, déjà vraiment une surprise et surtout que la deuxième surprise, c'est que c'était des PME et pas forcément des grands groupes. Aussi, on s'est rendu compte que, sur les projets de partenariat d'innovation, si je me souviens bien, sur l'ensemble des projets, je crois qu'il y en a 3 qui sont financés par l'Union européenne. C'est-à-dire qui sont liés à des fonds, puisqu'il y a l'obligation de déclarer quand on passe des marchés publics qui sont financés par l'Union européenne. Donc en fait, on se rend compte que finalement, il n'y a pas eu d'incentive de la part de l'Union européenne pour pousser, les partenariats d'innovation. C'est vraiment le besoin qu'a drivé, ce choix-là. Et enfin, on a quand même un sujet sur, l'impact du Brexit sur la comment dire? La poussée, en force du partenariat d'innovation. Effectivement, le Royaume-Uni a été un des premiers à implémenter le partenariat d'innovation et reste quand même encore aujourd'hui, hein, celui qui l'utilise le plus. Alors une raison principale à cela, c'est que ça fait partie des pays qui utilisent l'achat public comme un levier d'investissement et c'est une politique qui est vraiment menée, par le gouvernement et il y a, une entité, qui accompagne les acteurs locaux, les entreprises, les acheteurs publics, au niveau local, hein, sur les marchés publics d'innovation. Donc c'est quelque chose qui est historiquement institutionnalisé chez eux et donc finalement c'est pas une surprise. Pour nous, ben, disons que dans nos données, bah, ça va un petit peu affaiblir, l'impact, mais c'est pas grave parce qu'on espère que via nos webinaires et puis les plupart des actions qu'on essaiera de mener par la suite, eh bien, les acheteurs publics, voilà, verront l'intérêt, pour eux d'utiliser ce type de procédure. Et comme je le disais, voilà, on a aussi un sujet, nous, ça nous a alertés aussi sur la qualité des données et donc on est en train de travailler dessus. On a une équipe qui s'occupe de tout ce qui est digital procurement et qui va essayer de mettre en place, des formulaires, plus intelligents pour pouvoir faire remonter de manière un petit peu plus précise ou en tout cas même un petit peu plus propre la donnée de terrain. Et comme je le disais, le partenariat innovation, c'est pour tout le monde, hein, et vraiment, la surprise et qui nous a fait plaisir, hein, j'en parle avec enthousiasme, mais c'est parce que quand on parle d'achat d'innovation, malheureusement, on a souvent cette idée ou quand même dans l'achat public, hein, qu'on donne vraiment la plupart des marchés publics, aux grandes entreprises. Je dis pas que c'est faux, c'est une réalité, mais quand même, la part, des PME, reste importante et sur le partenariat innovation, ça l'est encore plus. On a quand même, 61 des contrats qui ont été attribués, à des PME et ça, c'est pour nous vraiment, une belle surprise. Alors pour terminer, donc je vais essayer un petit peu de partager les meilleures pratiques qui nous ont été remontées parce que dans le travail que nous avons fait, donc il n'y a pas eu juste la collecte des données sur TED, et le nettoyage des données. On a mené, des interviews auprès d'une vingtaine d'acheteurs publics qui ont mené, des partenariats d'innovation
On en mène encore, donc c'est un travail qu'on va continuer, à faire et on a aussi, mené des interviews avec des patrons de PME qui ont conclu des partenariats d'innovation pour vraiment, savoir si c'est quelque chose qui, était utile, intéressant, et qu'est-ce qu'ils pensaient de l'outil. Et donc au travers de ces échanges, on a récolté, on va dire, certains points clés, pour aider d'autres acheteurs publics à mener ce type de projet. Donc, déjà le 1 point, c'était effectivement, d'essayer de vraiment prendre le temps, hein, de mener, ce qu'on va appeler la consultation de marché. Donc, vraiment de bien connaître l'état de l'art du marché et surtout d'essayer de faire connaître le projet pour attirer les meilleurs partenaires. Parce que si vous, acheteur public, vous connaissez cette procédure et bon, même si vous posez encore pas mal de questions, vous envoyez un peu les contours et comment ça peut se faire, bah, côté entreprise, ils sont peut-être très, très, très loin, de connaître, et de savoir comment répondre et comment ça va se passer et cetera. Donc ce qui était intéressant dans les échanges que nous avons eus, c'est qu'effectivement, il y a eu aussi ce côté, cette démarche très pédagogique des acheteurs publics dans l'objectif, bien entendu, d'attirer, les meilleurs partenaires et surtout, ce qui nous a été dit, c'est que la plupart des acheteurs publics ont vraiment mené, des, consultations de marché, on va dire, en dehors aussi de leurs frontières ou en tout cas dans les pays voisins, les pays frontaliers pour, voilà, avoir une bonne connaissance, du marché. J'essaie de passer à la slide suivante. Hop, voilà. Développer aussi la culture du management de projet, donc effectivement en interne, avoir vraiment, des processus, décisionnels, impliquer les décideurs, à des moments clés, mais aussi quelquefois l'utilisateur final, et donc travailler vraiment, d'une manière un peu plus horizontale que ce qui est habituellement, fait ou on va dire éviter le côté, très siloté. Et vraiment, travailler sur une planification, hein, de chaque étape. C'est, vraiment nécessaire parce que, là, la préparation, des négociations, voilà, ça va être quelque chose qui va être important et du coup, ça nécessite que toute l'équipe projet soit vraiment alignée sur l'objectif pour, pour faire en sorte que le projet soit quand même un succès. Oui, je reviens juste, pardon, sur la slide d'avant. Effectivement, dans le tips qui nous a été donné, c'est de sourcer en interne, les compétences existantes parce que, quelque part, certains ont externalisé certains services, peut-être faire appel à un cabinet, d'avocats ou, mais, quand ils ont externalisé, pour beaucoup, ils ont quand même externalisé vers des experts de l'innovation. Pas technologique, mais plus du management de l'innovation en termes de processus et donc ça, c'était vraiment un point intéressant, qui nous a été, évoqué. Ensuite donc savoir négocier un partenariat, donc vraiment, c'est une négociation qui porte, sur les points clés du projet et pas forcément et pas essentiellement le prix, hein. Et vraiment sur notamment les étapes de développement de la solution, avoir une bonne connaissance, des compétences apportées par l'entreprise et en tant qu'acheteur public, des compétences qu'on apporte dans le projet. Tout ça, c'est vraiment des choses sur lesquelles il faut absolument échanger parce que, ben, l'idée, c'est vraiment d'être alignés ensemble en tant que partenaires, hein, sur les mêmes objectifs et faire en sorte que, dans l'exécution du partenariat, on soit, voilà, sur quelque chose de plutôt voilà, sans trop de problèmes. Et enfin, bien entendu, ce que nous a dit un acheteur public qui, lui, est juriste et qui s'est, occupé de la procédure, il nous a dit: «Bah, d'habitude, moi, quand j'attribue un marché, bah, mon travail se termine, hein, même si c'est pas une bonne pratique, je vous partage comme ça, mais là, en l'occurrence, là, non, hein. Une fois que j'ai attribué le marché, ben, moi, finalement, je continue à accompagner parce que dans l'exécution et notamment quand on a plusieurs partenaires, c'est un monitoring qu'il faut mettre en place. Il faut donc du coup, le processus sur lequel, vous vous serez mis d'accord en amont, en interne en tout cas, est vraiment important. Voilà, je suis désolée, je crois que j'ai vraiment dépassé, le temps qui m'était imparti, mais avec les slides, c'était un petit peu compliqué à gérer. Bien entendu, je reste ouverte pour vos questions, voilà,
Merci beaucoup, Samira Bousseta, pour cette présentation détaillée qui nous pose bien le contexte européen, hein, et l'engagement européen pour développer l'innovation dans les marchés publics. Alors, sans prendre la parole plus longtemps, je vais passer la parole maintenant à Stéphane Conti, qui va nous apporter le point de vue plus français. Concrètement, en France, comment ça se passe? Déjà, de quoi on parle quand on parle de marché public et d'innovation? Est-ce qu'on a peut-être une petite définition? Et puis, au-delà de cela, quels sont les outils qui existent pour acheter, et pour les entreprises, comment elles peuvent trouver les opportunités sur ces marchés publics innovants? Alors, Stéphane Conti, on a fait des essais tout à l'heure, il y avait des petites difficultés de connexion, donc peut-être vous n'allez pas forcément mettre votre caméra, peut-être juste la mettre pour essayer, et puis on espère que la connexion va tenir pour cette prise de parole. Donc, bonjour à tous et à toutes, merci Ophélie. Je vous mets la caméra 2 minutes pour vous expliquer que les connexions sont liées au chalet dans lequel je me trouve au milieu des alpages. Je suis ici, je coupe la vidéo pour être sûr d'avoir un maximum de bandes passantes pour le son. Ophélie, c'est bon le son? Pour l'instant, ça va. On va continuer. Ouais. On va espérer que la technologie et l'innovation ne nous lâchent pas. Merci Samira. Je vais reprendre une partie de l'exposé de Samira pour remettre dans un contexte un peu plus français, en tout cas au niveau de l'État. Donc, on va définir, enfin en tout cas, je vais vous donner une définition ou une traduction de la définition de l'innovation qui existe et qui est indiquée dans le code de la commande publique. Parce qu'il y a toujours beaucoup de doutes et souvent, c'est parce que soit l'acheteur, soit l'offreur maîtrise ou a du mal à maîtriser cette notion d'innovation qui peut paraître parfois un peu vague, un peu nébuleuse. Alors, l'innovation, quand on traduit la définition, elle est assez simple. C'est quelque chose de nouveau qui apporte une plus-value significative, entre significative et substantielle, par rapport à une situation que l'on connaît dans des domaines assez larges. Donc, une fois que j'ai dit ça, vous me dites, on n'a pas fait avancer la science, mais on va juste reprendre chaque brique. Quelque chose de nouveau, c'est pas forcément quelque chose de totalement révolutionnaire avec un bas niveau de maturité. C'est souvent quelque chose qui est soit en fin de développement, donc dans des phases de prototypage avant commercialisation, ou quelque chose qui est juste en cours de commercialisation dans ses premières années, premiers mois de vie. Et ça peut être aussi, quand on parle de quelque chose de nouveau, ça peut être l'élément incrémental par rapport à une situation, une solution qu'on utilise aujourd'hui. Si le besoin de l'État, en l'occurrence, parce que je suis l'État, mais si le besoin de l'acheteur public a évolué, cette évolution fonctionnelle va en faire un objet nouveau. Voilà. Donc, vous voyez, la nouveauté, ce n'est pas forcément quelque chose de totalement révolutionnaire. Et si on pousse même le vice un peu plus loin, la nouveauté peut être que je n'ai pas, moi, utilisé une solution qui est utilisée largement par ailleurs. Et en fait, le fait d'être un peu précurseur dans la sphère publique, d'utiliser une solution qui est, par exemple, assez couramment utilisée dans la sphère privée, peut être lu aussi comme quelque chose de nouveau. Donc, la nouveauté, c'est voilà, fin de cycle de développement, début de commercialisation, l'adaptation à un besoin nouveau ou évolutif, mais aussi le fait en fait d'être précurseur dans l'utilisation de quelque chose voilà, qui est déjà existant sur le marché. Alors après, il y a la notion de temporalité. Alors ça, les acheteurs aussi peuvent être un petit peu embêtés parce que c'est nouveau, mais à partir de quand c'est plus nouveau. Voilà. Et en fait, on sait que d'un domaine à l'autre, entre les éléments qui concourent au BTP, donc la construction, où on a un temps d'adaptation par le marché plus lent, versus les solutions numériques qui évoluent très vite, on a du mal à caler une frise avec avant telle date ou avant telle date butoir, j'étais nouveau et après, je ne suis plus nouveau. Donc là, c'est quand même à l'appréciation de l'acheteur, mais avec l'aide de l'offreur. Et c'est là où vous allez avoir une contribution forte côté entreprise, c'est d'apporter les éléments d'éclairage pour motiver votre caractère nouveau de l'offre que vous pouvez proposer. Donc ça, c'est pour la partie nouveauté. Pour la partie
valeur ajoutée, il faut que la valeur qui est dégagée par la solution nouvelle améliore nettement la situation précédente. Alors, améliore nettement sous l'angle économique, améliore nettement sous l'angle achat responsable, environnemental, social, améliore l'exécution ou la souplesse ou la performance de l'administration qui va utiliser cette nouvelle solution. Donc ça, c'est à l'acheteur de voir, de mettre son échelle de mesure entre le avant-après. Donc avant, sur les quelques critères sur lesquels je vais analyser la performance de la solution, j'étais à tel et tel niveau. Il y a des éléments d'insatisfaction sur tel ou tel point. La solution vers laquelle je vais me tourner, qui sera considérée comme nouvelle, comment elle va améliorer la situation globale et comment elle va finalement résoudre l'ensemble des difficultés auxquelles on pouvait être confronté précédemment. Donc, en gros, quand vous arrivez à montrer le caractère nouveau de la chose, montrer la valeur et la pertinence de la chose, on n'est quand même pas loin d'une solution innovante. Après, il faut que ça soit une solution qui s'applique dans la sphère du produit ou du service. Ça peut être aussi, si on prend la définition de l'innovation, toutes les modifications d'organisation ou les procédures ou les process, la manière de faire. Si on prend les solutions d'économie circulaire, par exemple, les solutions d'économie circulaire sont des modifications dans les organisations. On va faire finalement autrement que ce qu'on faisait avant. Donc, on peut toujours acheter la même denrée alimentaire, on peut toujours acheter le même service. En revanche, le fait de remettre une couche circulaire autour de ça fait qu'on va modifier l'organisation, on va modifier le process, et ça peut largement rentrer aussi, concourir à l'innovation. Donc, je simplifie. Quelque chose de nouveau, mais pas révolutionnaire, qui apporte une valeur significative à la situation actuelle et qui couvre soit du produit, du service, de l'organisation ou des process ou des procédés. Voilà. Et en fait, quand on a ça, en fait, on est face à une solution innovante. Et c'est important de l'avoir en tête parce que côté acheteur, côté offreur, on fantasme parfois, soit côté offreur un peu trop, c'est-à-dire en fait, on surestime ce côté innovant de la solution. Et côté acheteur, en fait, il y a un côté un peu frileux, ou craintif de tordre un peu la définition et du coup se brimer et se brider par rapport à l'innovation. Donc, gardez juste en tête cet aspect nouveauté, cet aspect valeur ajoutée significative, et je pense que offreurs et acheteurs pourront discuter de bonnes bases sur l'innovation. Alors après, donc ça, c'était le premier exercice de ce matin. Deuxième exercice, c'est les outils. Alors, je ne vais pas revenir sur le partenariat d'innovation parce que Samira l'a détaillé largement. Il est évidemment utilisable en tant qu'outil à l'acheteur public. Alors, j'ai posé tout de suite un préalable. En fait, on ne devrait pas avoir besoin de procédures particulières pour acheter de l'innovation. Parce qu'en fait, on n'achète pas de l'innovation. On achète une solution par rapport à un problème donné. Et c'est cette solution qui, parce qu'elle va être innovante, va permettre de répondre encore plus aux problèmes donnés. Donc, voilà, il n'y a pas produit innovant, j'utilise telle procédure, produit pas innovant, j'utilise telle autre procédure. Donc, en fait, les procédures de marché permettent d'acheter, simplement. Voilà. Et en fait, c'est pas une finalité. Ce qu'on va acheter, c'est bien une solution. Donc, le premier outil qui existe pour la main de l'acheteur, c'est ce qu'il a aujourd'hui. C'est ces procédures classiques du petit marché aux procédures négociées. Et ça, en fait, l'innovation, on va la traduire, on va la faire surgir à deux étapes. Et Samira en a développé une qui s'appelle le sourcing, donc la connaissance du marché. Donc, il faut quand même savoir ce qu'on risque de trouver quand on lance un appel d'offres. Donc, il y a quand même un travail préalable pour l'acheteur, c'est de s'ouvrir au vaste monde, de sortir de son bureau et d'aller voir ce que la région enfin, en tout cas, voir ce que le monde autour de lui peut proposer. Donc ça, le sourcing dans les procédures de marché, c'est assez classique. Le sourcing dans les procédures qui visent à acheter une solution révolutionnaire, c'est indispensable. Voilà, ça, c'est le premier point. Ensuite, il y a le travail sur l'expression de besoin.
Donc, encore une fois, on va chercher à répondre à un besoin, à une problématique, à un enjeu particulier. Donc, il faut bien connaître ce problème, le décrire de manière fonctionnelle, pour ne pas biaiser, le terme n'est pas bon, mais pour pas orienter la solution technique in fine et ne pas laisser la place à une solution qui sera une solution alternative et qui répondra de toute façon aussi bien, voire mieux, puisqu'elle sera innovante au problème. Donc déjà, la boîte à outils classique de l'acheteur, ses procédures, son sourcing, son expression de besoin, c'est la base pour acheter. Donc, c'est la base pour acheter quelque chose qui sera considéré comme innovant. Mais comme on sait que l'innovation, voilà, c'est quelque chose qui n'est pas totalement naturel encore, il y a des procédures, dont une que vous connaissez peut-être, qui vise à accélérer, à dédramatiser, à dédiaboliser l'achat de solutions qui sera considérée comme innovantes. Donc, le partenariat d'innovation pour finalement développer quelque chose qui n'existe pas sur le marché. Vous avez aussi dans les éléments juridiques le contrat de R&D. Donc ça, c'est un peu comme un contrat de partenariat, sauf que à la fin, l'État ou l'acheteur public n'est pas propriétaire ou n'est pas copropriétaire de la chose développée. Donc on est vraiment sur la stade de R&D assez bas niveau, assez bas TRL. Donc ça, c'est pour… mais là, on peut passer sur ce contrat sans trop de limites financières et en gré à gré. Et donc, le dernier décret le dernier outil juridique qui est mis à la main de l'acheteur, c'est ce qu'on appelle le fameux décret de Noël ou le décret 100 000 euros. Donc, c'est en fait un décret qui est paru le 24 décembre 2018 et qui permet à l'acheteur public, donc quelle que soit son obédience, d'acheter une solution innovante pour expérimentation, pour test, jusqu'à 100 000 euros hors taxe pour la valeur du marché. Donc, ça, c'est un outil qui a mis un peu de temps à descendre les niveaux et les strates jusqu'à l'acheteur. Les acheteurs, normalement, le connaissent maintenant très bien. Malheureusement, effectivement, 2020 a été une année compliquée, donc on n'a pas eu les résultats encore escomptés. Donc, on mise tout sur 2021 pour prouver que cette disposition est pratique pour l'acheteur et pour l'offreur, et qu'on a effectivement bien une rencontre qui est utile à tout le monde, parce que l'innovation égale valeur ajoutée augmentée, donc l'acheteur est content. Et du coup, la société PME qui a investi, donc qui s'est diversifiée par rapport à sa sphère concurrentielle, du coup, gagne plus de marché, ou en tout cas gagne des opportunités commerciales plus importantes. Donc, ce décret 100 000 euros, il faut vraiment le voir comme quasiment un cadeau donné à l'acheteur public français, parce que c'est une expérimentation qui est menée par la France en France, pour vraiment se lancer dans des tests, dans des essais de solutions innovantes. Donc, une fois qu'on a qualifié son caractère innovant, comme j'ai pu vous l'expliquer avant, en fait, après, il faut juste regarder et définir le terrain de jeu ou le champ d'expérimentation pour que l'expérimentation soit quand même une expérimentation, c'est-à-dire voilà, un test important. C'est encore une fois, on regarde d'où on part, à la fin, on fait un bilan. Il faut que ça soit à moins de 100 000 euros hors taxe sur cette expérimentation, mais des marchés à 100 000 euros, il y en a beaucoup. Hein, donc, j'insiste beaucoup auprès des acheteurs qui sont là de vraiment, vraiment se pencher sur ce dispositif qui est drôlement pratique parce qu'il passe en plus en gré à gré, donc il accélère beaucoup de choses. On gagne du temps, enfin, il y a de la souplesse dans l'utilisation même du décret. J'insiste auprès des offreurs, donc des sociétés, à la fois de ne pas hésiter à l'aborder avec les acheteurs, mais surtout essayer de pré-packager ou de préparer une offre qui soit dans l'esprit de ce décret. C'est-à-dire en fait une offre qui corresponde quasiment sur étagère à voilà mon offre, moins de 100 000 euros pour une expérimentation, pour tester ma solution. Je pense que si vous arrivez avec les arguments ou les éléments qui permettent à l'acheteur voilà, de motiver l'usage de ce décret, et vous, avec une offre pré-structurée, je pense qu'on devrait avoir de très, très belles réussites cette année. Voilà, je ne vais pas aller plus loin parce que le temps nous est compté. Déjà, je suis ravi d'avoir pu
participer ce matin et que la technique ne m'ait pas lâché en cours de route, je l'espère. Merci beaucoup Stéphane Conti pour cette présentation qui est effectivement claire et complète, hein, et on vous a bien entendu tout du long en tout cas. Donc je vous remercie. Alors effectivement, le temps nous est compté maintenant. Il y a eu quand même plusieurs questions, hein, pendant cette présentation et pendant la précédente, donc je vais peut-être juste en prendre une. Vous avez expliqué justement la qualification de ce qui est innovant, et c'est très bien de le faire parce qu'il faut préciser ces points-là. Il y a eu une demande pour, justement, vous avez parlé beaucoup de nouveautés. Alors, est-ce que vous pouvez donner un exemple peut-être d'une nouveauté qu'on peut qualifier comme telle pour rentrer dans ce critère d'innovation? Allez, je vais vous donner 2 exemples. Je pense que vous connaissez tous le principe du coaching professionnel, donc d'avoir un coach qui vous emmène quand vous voulez faire une évolution de carrière ou quand vous perdez votre emploi. Voilà. Donc, il y a le coaching classique, donc avec le coach. Et maintenant, en fait, vous avez des coachings qui sont totalement numériques, en dématérialisé, avec tout un parcours qui est complètement autonome et voilà, on va dire virtuel ou vraiment numérique. Le coaching en tant que tel, c'est pas nouveau. Le fait d'avoir de la dématérialisation du coaching et de l'avoir sur votre smartphone et sur lequel vous pouvez travailler sur vos exercices de réorientation professionnelle dans le métro ou à la salle de sport, enfin pas la salle de sport, c'est fermé, mais en vous baladant, voilà, ça c'est nouveau. Voilà. Alors, je ne parle pas de valeur, hein, parce que l'un ou l'autre est idiot, parce que c'est l'autre pendant de la définition. Voilà. Après, vous avez les formations aux gestes de premier secours. Les classiques formations aux gestes de premier secours, c'est nos amis les pompiers qui font des cours dans une salle avec le mannequin et chacun passe avec le mannequin et fait le massage cardiaque. En fait, vous avez des sociétés, en tout cas une que j'ai en tête, qui a basculé tout ce parcours dans un environnement en réalité virtuelle. Donc voilà, vous êtes vous êtes plongé dans une situation dramatique, et le fait d'être plongé d'être mis en situation, en fait, accélère votre capacité d'apprentissage. Voilà. Encore une fois, les gestes de premier secours, c'est pas nouveau. Là, en revanche, la réalité virtuelle appliquée à ce domaine, c'est nouveau. Voilà, c'est 2 exemples. Merci pour ces exemples très clairs. Alors, on a d'autres questions d'entreprise, hein, voilà, on va les garder peut-être pour la suite parce que je pense qu'il y a des éléments de réponse qui vont être apportés dans le cadre des présentations suivantes. Donc, merci beaucoup Stéphane Conti pour la présentation et les réponses à cette question. Et puis, je vais passer la parole pour la suite à Hervé Formel, hein, qui va justement nous présenter un exemple d'achat innovant que la région a réalisé dans le cadre de ces achats de moins de 100 000 euros dont vous venez de parler. Donc, on va passer à la suite. Voilà un exemple tout à fait concret. Hervé Formel, est-ce que tu es avec nous? Je suis avec vous. Et puis, Ophélie, oui, si tu peux dérouler le PowerPoint, s'il te plaît. Alors, je vais te passer la main. Et puis, comme ça, tu cliques et tu peux ensuite dérouler les slides. Donc, je clique sur le premier slide, c'est ça? Oui. Voilà. Et logiquement, je regarde si ça fonctionne. Ça fonctionne. Alors oui, je vais vous présenter en lien avec ce que vient de présenter M. Conti, donc un exemple concret d'achat dans le cadre du décret donc, du 24 décembre 2018, le décret de Noël, qui nous permet aux acheteurs publics de passer des marchés négociés sans mise en concurrence préalable, en augmentant donc le seuil qui à l'époque était à 25 000 euros et depuis est passé à 40 000, donc et le passer à 100 000 euros, à condition qu'on soit sur une solution innovante telle qu'elle vient d'être définie. Donc en préalable, peut-être quelques éléments de contexte. Donc on a la région Grand Est, un dispositif de type schéma des achats responsables, donc socialement et écologiquement responsables, qui fait suite à 2 lois, donc la loi pour l'ESS et la loi de transition écologique, qui imposent aux acheteurs publics qui ont plus de 100 millions d'euros annuels d'achat, donc de définir ce type de schéma des achats responsables avec les 3 piliers, social, environnemental et économique. Et j'ai repris là sur la première slide quelques éléments de contexte intégrés dans notre schéma liés au volet, donc au pilier économique des 3 piliers du développement durable de notre schéma. Donc, pour les élus de la région, la commande publique elle a un enjeu fort de développement des territoires, donc, et en particulier au profit des acteurs économiques et sociaux.
les acteurs économiques et sociaux de proximité, on doit pouvoir, dans la commande publique de la région, mais c'est vrai pour n'importe quel acheteur public, en faire bénéficier, profiter, j'allais dire, les structures locales. Et puis, tout ça, pour pouvoir mener à bien ce type de démarche, ça nécessite qu'on ait une connaissance la plus fine possible de nos fournisseurs. Et on verra dans la présentation qu'on manquait d'un outil de cette nature. Donc, je viens de faire un clic pour passer à la suivante. Alors, peut-être en recliquant dessus. Voilà. Donc, toujours dans les éléments de contexte, donc la région, c'est à peu près 5000 marchés annuels, 1500 fournisseurs, 600 millions d'euros d'achats en moyenne, 350 acheteurs prescripteurs répartis sur 18 sites, que ce soit les directions métiers ou bien les maisons régionales, puisque l'organisation de la région s'appuie à la fois sur les hôtels de région, mais aussi sur des maisons régionales sur les territoires. Et il se trouve qu'on n'avait aucun outil spécifique de consolidation des données fournisseurs. On a bien sûr des outils de suivi des marchés, on a bien sûr des outils de suivi budgétaire liés à chaque marché, mais en tout cas, on n'a pas d'outils spécifiques de consolidation de la donnée de nos fournisseurs et donc aucun outil spécifique de consolidation des données économiques de nos achats. Donc, c'est une idée qui nous trottait dans la tête depuis longtemps, maîtriser un peu et connaître davantage les fournisseurs de la région. Donc, on a réfléchi à un outil qu'on a appelé empreinte économique et géographique des achats et qu'on peut donc définir comme la connaissance des retombées économiques locales liées au marché de la région auprès des 1500 fournisseurs. Et vous savez qu'une collectivité achète à la fois directement, mais peut acheter aussi indirectement via des marchés passés par l'UGAP, la centrale d'achat nationale dédiée aux collectivités locales. Mais on a aussi un certain nombre de mandataires qui agissent pour le compte de la région, notamment sur des marchés de travaux, et qui, donc nous, on a un contrat de mandat avec eux, et c'est eux qui après lancent les marchés pour l'exécution des prestations. Et on n'a pas forcément une connaissance fine des prestataires qui sont derrière. Donc l'idée, le périmètre, c'était de connaître l'ensemble des fournisseurs de la région sur ces 4 types d'achats, directs ou plus indirects. Et donc le principe, c'était de pouvoir avoir des retours sur le nombre d'opérateurs économiques exacts à qui on s'adresse, le nom, les effectifs, le nombre d'établissements, la typologie des fournisseurs, TPE, PME, structure de l'ESS, les volumes d'achat par typologie ou même par opérateur, les volumes d'achat moyens par typologie, et puis avoir une classification territoriale à l'échelle donc des maisons de la région, à l'échelle des 10 départements de la région Grand Est, avoir une consolidation régionale. Et puis, on a aussi, bien évidemment, quelques fournisseurs hors région. Et ça nous paraissait aussi important de savoir quel poids ça pouvait peser sur l'ensemble de la commande de la région. Je vous passe ce petit document très visuel que vous retrouverez, je l'ai mis dans le fil de discussion, le lien vers le guide du ministère de l'économie, parce que quand on a réfléchi à cet outil-là, ça a été dit précédemment, que ce soit par M. Conti ou Mme Boussetta, on a besoin d'outils, nous les acheteurs publics, pour savoir si on fait bonne route, pour savoir si ce qu'on imagine est possible. Et puis, c'est vrai que toutes ces questions d'innovation liées à la commande publique, même si elles ne sont pas récentes, ce ne sont pas des outils qu'on utilise tous les jours. Et donc, on souhaitait nous s'appuyer en amont sur un outil qui nous permettait de vérifier si notre projet pouvait ou non intégrer une logique d'innovation, et en particulier dans le cadre du décret de 2018. Et donc, le guide fourni par le ministère de l'économie donc détaille un certain nombre de points qui nous permettent de vérifier ces questions-là, et en particulier présente cette petite représentation graphique qu'on s'est imposée dans notre réflexion, dans la définition du besoin. Madame Boussetta a insisté là-dessus, Monsieur Conti aussi, sur l'importance de la définition du besoin. Donc, on s'est imposé, nous, l'exercice pour regarder
si oui ou non, tout ou partie de notre projet pouvait répondre aux questions que doivent se poser les acheteurs publics pour vérifier si on est dans de l'innovation ou pas. Et donc, en encadré rouge, vous retrouvez les questions sur lesquelles on a répondu positivement. Donc, pour nous, essentiellement, la solution innovante, l'innovation répondait, ou en tout cas était une réponse au levier d'une nouvelle organisation de la pratique et des relations extérieures. Je vais vous raconter maintenant très rapidement la façon dont on a pu rentrer en contact avec, avec notre fournisseur actuel, donc APF Entreprises, donc France Handicap. Il ne me semble pas anodin à ce moment de noter qu'effectivement on peut travailler l'innovation aussi avec des structures de l'économie sociale et solidaire comme les structures qui emploient majoritairement des travailleurs handicapés, comme c'est le cas d'APF Entreprises. Il a été évoqué aussi la question du sourcing. Et donc, nous, c'est dans le cadre d'un B2B, hein, d'un salon dédié ESS, qu'on a pu rencontrer APF Entreprises, qui a souhaité nous rencontrer pour nous présenter toutes les solutions liées à l'appui administratif qu'ils pouvaient avoir ou auprès de collectivités ou auprès d'entreprises pour voir si à un moment ou à un autre, leur offre de services existante ou à développer pouvait nous intéresser. Et dans la présentation qu'ils m'ont faite à ce moment-là, il y avait un outil de connaissance et de suivi des fournisseurs qu'ils avaient mis en place auprès de grands groupes privés. Alors forcément, ça a fait tilt dans ma tête, vous l'imaginez bien, par rapport au projet qu'on avait. On a, à la suite de ce salon, repris contact. J'ai été sur site, c'était avant la crise sanitaire qu'on vit tous en ce moment. Donc, j'ai été sur site pour regarder un peu comment ils travaillaient et chemin faisant, on a commencé à réfléchir conjointement. On avait, nous, réfléchi en amont, CF, la diapo précédente, sur une logique de marché dans le cadre de l'expérimentation innovante et il nous semblait que les deux éléments pouvaient matcher. Donc, on pouvait rendre éventuellement éligible notre projet et on avait en face de nous un opérateur susceptible de pouvoir répondre à notre besoin qui, je le rappelle, n'existe pas ou n'existait pas à l'époque, en tout cas, sur l'étagère. Donc, très rapidement, on a commencé à travailler ensemble sur le projet. Et ce qui nous a paru donc innovant, c'était à la fois la nouvelle organisation dans la pratique de nos relations extérieures, mais aussi dans la pratique interne de la direction de l'achat public, puisque ça nous permettait d'avoir un développement conjoint des fonctionnalités de l'outil, donc entre le prestataire et la région, un phasage de la mise en œuvre avec des phases de tests, ce qui n'est pas forcément là aussi toujours courant dans l'achat public, où habituellement on définit le plus précisément ou même très précisément notre besoin, on achète la prestation et puis la prestation se déroule. Là, l'idée de phaser et d'avoir des temps de réflexion à différentes étapes du projet pour pouvoir avoir, j'allais dire, rectifier le tir, adapter le besoin par rapport aux échanges qu'on pouvait avoir avec le prestataire, c'était aussi innovant pour nous. Et puis, on a intégré dans le marché une évolution possible de l'outil à l'issue des phases de test, voire également en phase de déploiement. On est là dans la finalisation de la phase de déploiement et encore la semaine dernière, on était en contact avec le prestataire pour revoir quelques éléments d'extraction très particuliers sur des données qu'on n'avait pas forcément imaginées au départ. Mais voilà, chemin faisant, nous, on commence à faire tourner l'outil et on se rend compte qu'on n'avait pas forcément pensé à tout. Ça permet aussi, ce type de contrat, de pouvoir rectifier le tir en avançant. Et donc, pour finir, et puis pas prendre trop de temps, vous verrez, mais je crois que vous allez recevoir le PowerPoint et puis que de toute façon, la masterclass sera à revisionner par la suite. Donc, les 4 phases de test qu'on a imaginées et qui sont… On arrive aujourd'hui dans la 4e phase, c'est-à-dire celle du déploiement. Donc, voilà, présenté très rapidement.
si je résume, c'est à la demande d'un fournisseur potentiel dans le cadre du sourcing lié à un salon B2B. Il nous présente de façon globale les solutions liées à de l'appui administratif. Ça fait écho à un projet qu'on avait. On commence à discuter, on regarde, nous, en parallèle de notre côté, si on peut rentrer dans le cadre de l'expérimentation liée au décret de 2018. On bâtit bien sûr le marché. À ce moment, ça m'apparaît important de vous préciser qu'on a aussi, ça nous a permis de simplifier énormément les aspects administratif justement de la commande, qui est quelque chose auquel on tient beaucoup à la direction de l'achat public. Et pour vous donner un exemple, sachez que le contrat qu'on a signé fait 7 feuillets et on a en complément un acte d'engagement. Voilà, alors quelques documents complémentaires bien sûr, hein, liés au volet administratif, mais en tout cas, y compris en termes de simplification administrative, ce type de démarche permet aussi, puisque on travaille et qu'on définit ensemble le projet, au moment où on va finaliser le partenariat dans le cadre du contrat, ça permet d'alléger considérablement les exigences administratives. Et s'agissant d'APF, une structure de l'ESS, alors c'est pas, j'allais dire, c'est pas leur faire ombrage, j'imagine, de dire ça, mais c'est vrai que les structures de l'ESS en général sont quelquefois moins bien équipées en termes administratifs ou d'ingénierie liés au marché public, et ça nous apparaissait important aussi de pousser le bouchon jusqu'au bout et de simplifier administrativement le mode de contractualisation avec l'opérateur. Voilà ce que je pouvais vous dire et vous présenter sous forme très concrète d'une mise en œuvre d'un projet lié à l'expérimentation des marchés innovants en dessous de 100 000 €. Okay. Merci beaucoup Hervé pour cette présentation d'un exemple très, très concret et toujours en cours à la région Grand Est. Alors, on a un certain nombre de questions là, qui ont été posées. Alors, j'en garderai quelques-unes encore pour la fin de cette masterclass. Mais il y en a une qui est évidemment plébiscitée par un certain nombre de participants, entreprises, j'imagine, c'est comment se rendre visible auprès des acheteurs publics en tant que jeune entreprise innovante. Alors, on a un certain nombre de façons, de modalités possibles. Une de ces façons, je dirais, ça va faire l'objet de la prochaine présentation qui concerne le programme Grand Testeur, qui est un programme d'expérimentation qui a été initié par la région Grand Est pour justement donner l'opportunité de cette rencontre entre les innovations qui émanent des entreprises qui sont situées dans le Grand Est et des besoins de certaines collectivités. Donc, je vais passer la parole à Alizé Bog qui va nous présenter ce programme, nous expliquer comment ça fonctionne, en espérant que ça apporte des réponses justement à certaines entreprises sur la partie comment se faire connaître. Dans le propos d'Hervé Formel, simplement pour revenir en arrière, a été évoqué aussi le salon. Il a rencontré son fournisseur sur un salon. Donc, il faut aussi, il y a un certain nombre d'opportunités qui se présentent. Voilà, les salons, ça peut en être une, pardon, et les dispositifs d'expérimentation, ça peut en être une autre. Donc, je vais passer la parole à Alizé Bog. Je vais ouvrir la présentation en espérant que je n'aurai pas de difficulté comme tout à l'heure. Alizé, si tu veux allumer ta caméra et ton micro, c'est à toi. Bonjour à tous. Alors du coup, je vais laisser Ophélie lancer la présentation pour me présenter rapidement. Donc moi, je suis chef de projet sur le programme Grand Testeur, du coup que j'opère au sein de Grand Innov Plus, et donc programme Grand Testeur qui est une initiative de la région Grand Est. Et donc aujourd'hui, je voulais vous parler justement de l'expérimentation comme éventuellement une première étape dans une collaboration plus pérenne entre entreprises innovantes et acteurs publics. Donc déjà, l'expérimentation, pourquoi Donc quand je dis expérimentation, une brève définition, c'est vraiment un test en conditions réelles d'un produit ou service innovant, cela pour une durée limitée dans le temps, qui peut aller de quelques mois de quelques semaines à plusieurs mois, et avec des vrais objectifs pour les parties prenantes, notamment de lever des incertitudes. Également, l'idée de faire une expérimentation, ça va être d'avoir un protocole d'expérimentation qui va impliquer des temps de suivi
d'évaluation et de conclusion et de formulation de recommandations, que ce soit pour l'entreprise innovante ou encore pour le partenaire acteur public. Et peut-être une dernière chose à avoir en tête, hein, ce type de projet d'expérimentation, ça nécessite de positionner les acteurs en présence dans une vraie logique de collaboration et de climat de confiance. Alors, Ophélie, je ne sais pas si tu peux revenir sur la slide précédente. Moi, je n'ai pas la main. Et ça a sauté une slide. Pardon. Il faut, Alizé, que tu recliques sur la slide pour reprendre la main. Voilà. Okay. C'est reparti. Voilà. Et du coup, alors, voilà, la slide que ça a sauté, hein, c'est vraiment donc l'expérimentation. Donc, pourquoi? Je vous ai donné une définition, mais pourquoi expérimenter? Alors, d'une part, je dirais pour les entreprises innovantes, hein, c'est une très bonne opportunité de tester en conditions réelles un prototype afin de l'améliorer en perspective d'une future commercialisation. Mais également, comme le disait, il me semble, Stéphane Conti, il y a éventuellement aussi cette idée, hein, de se dire j'ai une solution qui est déjà commercialisée, potentiellement déjà commercialisée auprès du secteur privé, et où je vais vouloir développer de nouveaux usages appliqués au secteur public. Et donc, où je peux aussi expérimenter justement pour faire pivoter ma solution pour adresser ce nouveau marché qui peuvent être les acteurs publics. Côté acteur public, l'expérimentation est aussi une bonne manière, on va dire, de dérisquer un futur acte d'achat d'innovation avec cette idée vraiment d'expérimenter afin d'évaluer des résultats, d'évaluer l'impact et de décider justement potentiellement de faire un déploiement pérenne, un achat, et donc potentiellement de passer par un marché. Également, un dernier cas, hein, ça peut être vraiment la co-construction d'une nouvelle solution qui va répondre à un besoin non adressé par le marché. Donc ça peut vous rappeler hein, le partenariat d'innovation dont parlait Samira en début d'intervention. Néanmoins, moi, voilà, dans Grand Testeur, nous, ce qu'on va aussi valoriser, c'est potentiellement cette logique de co-construction avec des solutions, in fine, qui ne sont pas forcément des solutions sur mesure pour un acteur public, mais potentiellement plus des solutions qui pourront après voilà, passer à l'échelle et être commercialisées auprès d'autres acteurs publics. Néanmoins, une logique de co-construction est très intéressante pour toute entreprise qui veut faire des solutions innovantes pour être sûr de bien adresser ça ou ces cibles. Ok, ça marche. Et du coup, pour peut-être incarner un peu ce sujet de l'expérimentation, je voulais vous parler de 3 exemples de manière assez succincte. Donc, par exemple, un premier qui a lieu auprès de plusieurs communes du pays d'Hôte, dans le département de l'Aube, où en fait, c'est un porteur de projet qui a co-construit un outil de pilotage des communes pour les équipes municipales et les élus. Et donc, ils ont co-construit avec une dizaine de communes un outil autour de plusieurs sessions de travail. Et maintenant, en fait, l'outil est en cours d'expérimentation en conditions réelles auprès de ces communes, avec l'idée que par la suite, ce soit commercialisé à bien plus de communes en France. Un autre exemple, hein, c'est le River Whale donc de H2Hop, qui est en fait, on va dire, une baleine de rivière, mais qui collecte les déchets en fait, dans les cours d'eau et qui en fait est autonome, ça n'a pas besoin d'être rechargé, il n'y a pas besoin de charge électrique. Hein. Et donc là, ça a été testé en lien avec l'Eurométropole de Strasbourg, alors il y a quelques mois, voire peut-être 2 ans maintenant. Hein. Et en fait, ça a permis vraiment de tester le dispositif, de mesurer la performance. Donc, par exemple, 133 kg de déchets ont été collectés sur une petite zone en à peine 2 mois. Et du coup, ça a permis aussi à l'entreprise, donc qui est plutôt une start-up, d'avoir une première référence. Et depuis, en fait, ça lui a ouvert des portes. Nous, on a notamment, bien sûr, avec l'Eurométropole de Strasbourg, avec qui je crois qu'une contractualisation est en cours, mais également avec des acteurs publics en Allemagne. Dernier exemple sur la liste, Calinescence, qui en fait développe un dispositif pour, on va dire, rassurer normalement les nouveau-nés. Donc c'est un dispositif physique hein, où il y a une diffusion de son, voire d'odeur. Et donc là, sur ce dispositif-là, en fait, c'est quelque chose qui avait déjà été testé auprès d'hôpitaux dans des services néonatalité.
Et donc, il y a une deuxième expérimentation qui a lieu actuellement avec des services département incendie secours, justement pour le transport d'enfants, les premiers secours en fait, à des enfants. Donc, en fait, il y a une autre expérimentation qui a été déclenchée qui permet de venir adresser un nouveau marché. Et l'idée derrière cette collaboration donc avec le SDIS du 57, c'est aussi de se dire que cette collaboration permettra d'avoir un SDIS ambassadeur qui permettra d'aller chercher les autres SDIS par la suite. Donc voilà 3 projets. Peut-être un élément aussi à avoir en tête, c'est que ces expérimentations, elles peuvent se faire totalement de manière gratuite. Et là, c'est 3 expérimentations, il me semble, qui ont eu lieu sans rémunération financière. Mais néanmoins, en fait, qui dit expérimentation, ne dit pas forcément qu'il n'y a pas de transaction financière. Donc, éventuellement, on peut avoir une logique expérimentale avec un achat innovant jusqu'à 100 000 €, etc. Donc, c'est juste l'aspect d'expérimentation qui, nous, ce qu'on entend derrière, c'est vraiment qu'il y a un test en conditions réelles. Ça ne veut pas forcément dire que l'entreprise ne reçoit aucune rémunération. Après, il est vrai que pour approcher des acteurs publics, le fait de dire « je vais tester potentiellement sans rémunération » peut être plus facile et permettre aux entreprises qui nous écoutent aujourd'hui d'avoir une première référence qui permettra par la suite de commercialiser plus facilement. Et du coup, je vais juste vous dire un mot de grand testeur. Ça, c'est passé beaucoup trop vite. De grand testeur, je voulais d'abord bien vous introduire le sujet de l'expérimentation. Donc, grand testeur, c'est un programme régional dédié à l'expérimentation territoriale où on essaye de faciliter la collaboration entre des entreprises qui développent des produits et services innovants et donc des entreprises du Grand Est, et de les mettre en relation avec des acteurs du territoire, notamment des acteurs publics qui font face à des défis. Et donc, il y a cette idée d'être un laboratoire d'innovation et d'expérimentation à ciel ouvert au cœur de l'Europe. On travaille sur des thématiques très transverses qui vont de la transition écologique à la transformation numérique, à l'attractivité, à l'inclusion, etc. Vous pouvez aller sur notre site internet grandtester.fr pour en savoir un peu plus. Et du coup, nous, ce qu'on va proposer concrètement, d'une part, c'est on va qualifier et référencer dans un catalogue en ligne des solutions innovantes à proposer au territoire, notamment dans des logiques expérimentales. Donc, on va référencer des solutions au stade de prototype et on va les mettre en avant via de la communication sur nos réseaux, mais aussi via des présentations à des acteurs du territoire, notamment des collectivités, lors de rendez-vous qu'on organise, nous, de notre côté à Adoc, afin vraiment de faciliter la mise en relation entre les entreprises innovantes du territoire et les acteurs, notamment publics du territoire. Également, on va intervenir éventuellement en accompagnement à la mise en œuvre de projets d'expérimentation, donc sur vraiment faire un bon cadrage du projet, puis passer au montage. Donc, quand on dit montage, il y a tous les aspects juridiques et financiers, notamment la question de est-ce qu'il y a transaction financière ou pas, et est-ce que ça relève de la commande publique ou non, ce n'est pas forcément le cas. Et puis également, on va aider jusqu'à sur le protocole d'expérimentation dans l'idée qu'une évaluation soit faite de cette expérimentation. On réfléchit également en fait, à la constitution d'un réseau de terrains d'expérimentation dans le Grand Est, donc d'acteurs qui voudraient s'engager dans le long terme sur ces thématiques d'expérimentation et donc qui seraient des terrains de prédilection pour les entreprises innovantes qui souhaitent développer des nouveaux produits et services. Et enfin, on a une action vraiment de mise en réseau et de fédération d'écosystèmes autour du dispositif Grand Testeur afin de valoriser des initiatives et de favoriser le retour d'expérience et l'entraide entre pairs. Et du coup, je pense que je ne vais pas tarder à redonner le micro à Ophélie. Je vais juste terminer en disant qu'on a un webinaire, notamment quand on organise pas mal de webinaires actuellement, et on en avait un premier qui était dédié au cadre juridique pour expérimenter, qui avait lieu le 29 janvier, mais le replay, si cela vous intéresse, est disponible sur le site de Grand Testeur. Et également, on a un webinaire en cours d'organisation qui sera dédié à des retours d'expérience sur de l'expérimentation dans la thématique efficacité énergétique des bâtiments. Donc, il aura lieu le 15 mars et vous pouvez également vous y inscrire en allant sur le site Grand Testeur. Voilà, et les coordonnées du site Grand Testeur et ceux de nos contacts. Et puis, je rends le micro à Ophélie. Voilà, merci beaucoup Alizée pour cette présentation de Grand Testeur. Je pense que ça donne un certain nombre de réponses à des entreprises innovantes qui sont présentes dans cette masterclass aujourd'hui. Alors, on est très juste sur le temps, mais je pense que c'est le moment de prendre vos questions et de les partager avec nos intervenants.
Donc, je vais partager une première question qui me semble intéressante, parce qu'on a parlé des procédures possibles, mais voilà, il y a une question de maturité du besoin aussi. Alors, je ne sais pas à qui adresser cette question, donc je laisserai nos intervenants se saisir peut-être. Une question qui porte sur comment appliquer l'achat public innovant à une situation où seul le problème est identifié et qu'on ne connaît pas de solution existante au problème. Si le besoin n'est pas encore défini, donc avant de savoir s'il existe une solution qui serait en développement ou en cours d'expérimentation. Comment on le fait dans ce cas-là, quand on a identifié le problème, mais qu'on ne sait pas comment une réponse pourrait être apportée et par quel prestataire, comment aborder des entreprises, comment créer la discussion autour d'un problème de ce type. D'accord. Alors, je vais faire un premier élément de réponse et je pense que nos partenaires vont pouvoir répondre. Stéphane Conti. En fait, c'est le sourcing dans l'inconnu. Je connais mon problème, mais je ne sais pas où trouver la solution. Donc, voilà, c'est du vrai sourcing. On part à la chasse. Moi, ce que je conseille, en tout cas pour la partie, c'est de rédiger en fait une expression de besoin très très simple qui pose effectivement le problème, le contexte, les solutions. Enfin, ce que l'on essaye vraiment de résoudre sur une fiche A4, pas plus. Et cette fiche A4, en fait, vous allez faire ce qu'on appelle un appel à solution ou un appel à manifestation d'intérêt ou appel à quelque chose, appel à un ami. Et cette fiche, en fait, vous pouvez la diffuser auprès des pôles de compétitivité en France. Vous pouvez le diffuser auprès des fédérations d'entreprises, fédérations de métiers ou différents incubateurs, clusters thématiques ça, vous pouvez les trouver facilement. Et en fait, vous laissez faire simplement les offreurs. Et si quelqu'un a quelque chose à vous proposer, il y a forte chance qu'il lève la main et que vous puissiez commencer à avoir des premiers échanges pour soit affiner votre besoin, soit commencer à construire dans votre tête et après sur un papier la solution. Donc, appel à solution, appel au grand public, ça marche toujours. Enfin, ça marche toujours. C'est une bonne voie. Et merci Stéphane Conti. Est-ce qu'il y a un complément de réponse par rapport à ça chez les autres intervenants ou est-ce qu'on prend la question suivante? Juste pour compléter sur notre étude du partenariat innovation, et comme je le disais dans la présentation, mais la plupart des acheteurs publics ont fait effectivement ce travail de poser d'abord le problème sous forme de question et de savoir si quelqu'un avait un début de réponse. Et du coup, effectivement, identifier les réseaux qui peuvent répondre, ça c'est essentiel. Et aussi en profiter pour, quand on peut, si c'est possible et si vous avez un appui, aller voir ce qui se passe en dehors de vos frontières parce que quelquefois, d'autres acheteurs publics partagent aussi le même problème et ont potentiellement déjà passé des procédures pour acheter des solutions. Donc, travailler en réseau, je parlais dans ma présentation du réseau Big Buyers, en tant qu'acheteur public, ne vous isolez pas, attachez-vous à travailler avec d'autres réseaux d'acheteurs publics qui peuvent être déjà aussi ceux qui vont vous apporter d'autres éléments de réponse et pas que du côté entreprise. Ok, merci beaucoup Samira Bousseta pour le complément. Alors, il y avait d'autres questions sur l'échelle européenne. Alors, je vois qu'il y a des questions qui ont été répondues dans le chat, donc j'invite aussi les participants à aller regarder dans le chat pour certaines réponses. Mais voilà, il y avait deux choses que je voyais sur le sujet européen. Il y avait une question relative qui a été posée en tout cas pendant la présentation de grands testeurs. Est-ce que ce type de dispositif existe aussi au niveau européen? Ça, je pense que c'est une question pour Samira Bousseta. Et qu'est-ce que j'avais identifié pour vous encore elle a disparu la question, donc elle a dû être sur le bout. Donc voilà, est-ce que vous avez, Samira Bousseta, une connaissance de dispositifs du type grand testeur à l'échelle européenne? Alors, du type grand testeur tel que ça a été présenté par Alizé, je ne sais pas, mais je sais qu'effectivement, les pratiques d'expérimentation sont très développées dans les pays nordiques. Eux, ils sont vraiment en avance là-dessus. Et c'est même quelque chose qui est intégré dans leur processus achat pour certaines villes comme par exemple Oslo, qui font beaucoup d'expérimentation parce que tous leurs achats sont orientés vers des innovations
Si elles peuvent être vertes, c'est super et socialement responsables, c'est leur mindset. Donc oui, il y a des dispositifs d'expérimentation et pour certains, ils l'ont industrialisé. Merci. Alors, pour les intervenants qui répondent aux questions, vous pouvez rallumer vos caméras aussi, je me sentirai moins seule. Oui, effectivement. Merci. Alors, d'autres questions peut-être plus précises qu'on peut partager encore. Alors, il y en avait une par rapport au type d'achat. On avait tout à l'heure un peu des éléments par rapport à qu'est-ce qui est nouveau, qu'est-ce qui est innovant, hein, de la part de Stéphane Conti. Une question très, très concrète. En informatique, quand on choisit des solutions cloud, peut-on considérer qu'il s'agit d'innovation? Alors, je tente la caméra. Oui, J'espère qu'on aura le son et l'image cette fois-ci. C'est difficile de répondre à cette question comme ça dans l'absolu. J'aurais tendance à dire que les solutions SaaS, c'est un peu ce que je pense que ce à quoi vous faites référence, c'est plus très nouveau quand même. Et je pense que c'est pas tant la version cloud ou la version SaaS qu'il faut regarder, c'est la fonctionnalité que la solution va apporter. On revient encore une fois sur le besoin et l'écart positif de valeur que la solution va apporter. Donc, je dirais non. On a perdu le son. On a perdu le son, Stéphane Conti. Mais on a compris que c'était plutôt non, en fonction que ce qui était à évaluer, c'était la nouveauté dans la fonctionnalité de l'outil. J'espère qu'on va vous retrouver. Mais voilà. Je crois que de votre côté, on va rester sur le son sans l'image, sinon c'est compliqué. Alors, je me permets de sauter du coup à une question suivante, alors qui était plutôt sur le volet innovation. Hein, comment trouver du financement pour les projets innovants, précisément dans le domaine informatique hospitalier? Alors, Moi, je peux répondre à ça. En fait, quelques directions générales de la Commission européenne lancent des appels à projets pour financer soit la R&D dans le cadre d'une procédure qu'on appelle le pre-commercial procurement. Je crois qu'en français, c'est achat avant commercialisation, il me semble. Et là, c'est vraiment du financement, enfin, c'est du financement pour les acheteurs publics afin qu'ils lancent des contrats de R&D pour voilà, développer, on va dire plutôt des prototypes. Alors que d'autres sources de financement vont plus se focaliser sur comment accélérer des solutions innovantes qui existent sur le marché, mais qui n'ont pas encore leurs premiers clients ou qui ont encore que 2-3 clients, quoi. Et là-dessus, sur les solutions, on va dire innovantes en matière de santé et informatique, il y a 2 directions générales, qui gèrent le sujet. Il y a la DG Santé, mais il y a aussi la DG, Connect, alors qui se dit Connect, mais qui s'écrit CNET, voilà, et qui, finance, pas mal de projets en e-health, donc vraiment sur la santé, digitale. Donc il faut surveiller, les appels à projets, qui sortent. Il y a 2 agences qui financent, ces appels à projets. Il y a l'agence EASM, EASME, et l'agence européenne, d'innovation qui s'appelle l'EIC, le Conseil européen d'innovation. Faut aller sur leur site et surveiller les appels à projets. Ils publient les appels à projets sur Twitter aussi. Ils sont pas hyper présents sur LinkedIn, mais sur Twitter, hein, ils sont très présents. Voilà, il faut juste suivre leur fil d'actualité et quand ils publient puis mettre des mots-clés et attendre. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on finance les acheteurs publics, hein, on ne finance pas les entreprises. Donc il faut que l'acheteur public, se regroupe dans le cadre d'un consortium européen et dans le cadre de son projet, oriente son projet vers des solutions, digitales, innovantes, dans le secteur de la santé. Mais quelquefois, et parce que j'ai été de l'autre côté en France, on a l'information par les entreprises aussi. Donc, il ne faut pas hésiter, hein, quand on est une entreprise, de pousser, pour que certains acheteurs publics aussi, se lancent dans l'aventure, européenne, c'est quand même très bénéfique pour eux, quoi.
Oui, alors, si on revient sur ces appels à projets qui sont publiés par les 2 DG que vous avez cités, on est derrière pas sur des appels à projets qui vont concerner un acheteur et une entreprise en France. On est sur des projets Non, collaboratifs à l'échelle européenne. exactement. On est sur des oui, effectivement. Mais l'objectif, hein, c'est toujours le même, hein, c'est de financer le développement de solutions innovantes portées par des PME, hein. Donc, enfin, nous, dans les projets qu'on porte et les projets dont j'ai parlé dans ma présentation, on voilà, on briefe bien quand même les acheteurs publics parce que l'objectif, c'est quand même de faire émerger des solutions, innovantes, au niveau européen. Ouais. Ouais, ouais. OK, merci pour cette réponse très claire du coup. Et puis, je pense que je vais prendre une dernière question. Alors, je ne sais pas si elle portait sur le partenariat d'innovation ou sur le marché à moins de 100 000 €. La question nous disait que cette modalité de passation de marché peut-elle s'appliquer au marché passé dans le cadre de projets européens type Interreg pour les collectivités territoriales? Pour moi, les marchés des collectivités territoriales, même si qu'elles soient sur financement européen ou autre, ce sont les mêmes règles qui s'appliquent, sauf contre-indication voilà, l'un ou l'autre intervenant. Il n'y a pas de différence particulière du fait que les collectivités aient un financement européen ou non pour un achat. Euh, À ma connaissance, non, hein. voilà. À ma connaissance, non. Il n'y a pas de... Même chose de mon côté. Je pense que la réponse générale que tu viens de donner, Ophélie, oui, vaut à vérifier effectivement s'il n'y a pas des contraintes particulières, mais pour moi, a priori, non. OK. Alors, il y avait un point de détail sur un chiffre qui avait été mentionné tout à l'heure par rapport à la participation de 61% de PME dans les partenariats d'innovation à l'échelle européenne. C'est le pourcentage par rapport au nombre de marchés ou au pourcentage du montant attribué? C'est le pourcentage par rapport au nombre de partenariats d'innovation signés. Donc, sur l'ensemble des partenariats, 61% ont été signés avec des PME. Et en volume, c'est 2/3 du montant déclaré. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que quand on publie des avis de notification, la plupart des acheteurs publics, normalement, doivent mettre le prix du marché. Sauf que, pour beaucoup, ils ne le font pas. Donc c'est très difficile pour nous d'avoir la valeur, totale. Donc du coup, le chiffre pour nous le plus représentatif, c'est plus le nombre de partenariats signés que le montant ou la valeur en tant que telle, parce que là-dessus, on n'a quand même pas une donnée complète et de ce qu'on a, c'est quand même 2/3. Ça reste sachant que on est quand même sur des marchés, qui, pour le plus petit, étaient comme voilà, dans des marchés aux alentours des 40 000, 50 000 € et pour les plus gros, on était, à plus de 3 millions d'euros. Donc voilà, on a une fourchette qui est pas hyper représentative, là-dessus. Je voulais juste revenir peut-être sur un point, je me permets, justement qui me vient en tête par rapport à ce qu'Alizé a dit, et notamment sur le sujet de co-création et de fait que le marché, enfin, l'idée, c'est aussi de pouvoir, développer pour des entreprises, enfin aider à ce que des entreprises aient accès à un marché. Dans le cadre du partenariat d'innovation, en fait, justement, ce qui a été, remonté, par beaucoup d'acheteurs publics, c'est d'essayer d'éviter, tout ce qui est, la solution, tailor-made, soit vraiment on vous fait ça sur mesure, parce que, enfin, l'idée, c'est quand même que l'entreprise puisse commercialiser la solution, à l'issue du partenariat d'innovation pour l'intérêt de l'acheteur public. Parce que lui, il a un intérêt à ce que l'entreprise, elle continue à vivre et qu'elle ne soit pas, je dirais, totalement, à 100 dépendante que d'un acheteur. Et ça, c'est très important, de le souligner. Donc ça veut dire aussi que dans l'expression du besoin, l'acheteur public va devoir aussi, à mettre un petit élément de flexibilité pour pas se retrouver non plus, enfermé, voilà, dans une situation, qui n'est pas souhaitable. Et aussi, en termes d'attractivité, on le sait très bien, les entreprises ne vont pas investir et prendre le risque, de développer, une solution pour laquelle il n'y a pas de marché. Donc en termes d'attractivité pour l'acheteur public, il est quand même important que l'acheteur public ne verrouille pas trop, le cahier des charges, et au point que sur certains, projets, il se trouve que des acheteurs publics ont aidé à la commercialisation de la solution en faisant de la promotion. C'est-à-dire qu'une fois que la solution était développée, ils accompagnaient l'entreprise, et allaient voir leurs, copains acheteurs publics qui partageaient les mêmes problématiques pour dire: «Réinventez pas l'eau chaude, quoi. Il y a déjà une solution, super qu'on a contribué à co-développer, donc voilà, rencontrer l'entreprise» et cetera. Donc je trouve que c'est aussi intéressant d'apporter cette précision-là. Merci. Voilà. Oui, là-dessus, Merci beaucoup.
Pour compléter là-dessus, quand on a travaillé avec les APF, donc vous avez compris dans ma présentation que ça faisait écho à quelque chose qu'ils avaient déjà peu ou prou développé pour le secteur privé, on va dire. Là, on est sur un produit, ou en tout cas une solution plus spécifique achat public et puis centrée sur notre besoin. Il y a fort à parier en discutant avec eux qu'ensuite, ça va être un levier aussi potentiel de prise de contact avec d'autres acheteurs publics pour pouvoir travailler sur une solution équivalente ou approchante. Donc, comme vient de le dire Madame Boussetta, il y a aussi effectivement à avoir cette réflexion, surtout si on est sur des entreprises de proximité, des débouchés potentiels ou en tout cas du développement économique que la solution innovante qu'on développe dans un premier temps avec eux va pouvoir générer en termes d'activité pour les entreprises après. Merci beaucoup pour ces précisions. Alors, on arrive au bout des questions. On est aussi arrivé au bout du temps. On a perdu quelques participants, mais je remercie ceux qui sont encore là. Je remercie déjà beaucoup nos intervenants. Merci à chacun d'entre vous d'avoir participé, d'avoir présenté, d'avoir répondu aux questions de nos participants. Je voudrais juste partager encore quelques éléments d'information sur un prochain événement qui traitera en région Grand Est de commandes publiques et d'industrialisation. Un événement qui a été cité par Lila Merabé tout à l'heure en introduction, qui aura lieu le 23 mars, qui s'appelle les rendez-vous du 360 Grand Est, commandes publiques et réindustrialisation, dans le prolongement du Business Act, comme elle l'a dit en introduction, qui portera sur la commande publique et la réindustrialisation stratégique. Événement qui sera à destination des entreprises et des acteurs publics et qui permettra aussi de consolider les réseaux en train de se mettre en place sur le territoire, donc le réseau Commande publique Grand Est et le réseau Invest Eastern France qui vise à développer les investissements en région. Les inscriptions pour cet événement, dont je vais vous présenter rapidement le programme ensuite, sont ouvertes à partir de ce matin sur l'adresse rdv.360grandest.fr. Donc, je vous invite à aller vous inscrire. Dans le programme, il y aura des éléments sur la commande publique, alors notamment une table ronde sur le développement durable et une autre sur les enjeux, est-ce qu'on est sur des enjeux nationaux ou des enjeux européens? Donc, je pense qu'une partie de cette question-là a été traitée ce matin. La perspective européenne, elle est transversale, évidemment, à beaucoup de sujets. Lors de cet événement, il y aura également des rendez-vous entre des entreprises et des acteurs publics. Donc, encore une fois, sur la question comment se faire connaître des acteurs publics, inscrivez-vous. Les possibilités de rendez-vous viendront par la suite, mais voilà, soyez présents sur tous les événements où vous avez la possibilité de rencontrer des acteurs publics. Voilà, c'était quelques slides très rapidement. Donc, rendez-vous le 23 mars. Tout sera en digital, donc inscrivez-vous et puis vous pourrez vous connecter le moment venu. Voilà, il est temps pour moi de remercier, de tous vous remercier pour avoir participé à cette matinée. Je vous rappelle que la masterclass a été enregistrée, donc vous aurez l'enregistrement, nous vous adresserons un lien par mail. Et les PowerPoint qui ont été présentés ce matin vous seront partagés également. Donc, vous pourrez retrouver tous les éléments en décalé si vous voulez revoir. Donc, je vous remercie et vous souhaite bonne continuation et vous donne rendez-vous le 23 mars. À bientôt. Au revoir à tous.